Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la première de la semaine. On est le lundi 13 mai 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui dans l'émission, nous parlons de l'intelligence émotionnelle. Alors comment bien utiliser ses émotions pour son bien-être, que ce soit en famille, donc en couple ou avec les enfants, avec nos amis, mais au travail aussi. Le thème du jour, intelligence émotionnelle, alliée ou ennemie. Pour en parler sur le plateau avec nous, Madame Sabrina Moukran, elle est psychologue clinicienne et psychothérapeute, et Monsieur Riyad Chabouni qui est coach professionnel. Semira Hadjamat, dans sa rubrique Pêle-mêle, nous parle toujours de l'intelligence émotionnelle bien sûr, mais dans le règne animal. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Et bien sûr, on se retrouve juste après le générique. Nous sommes constamment traversés par des émotions et cet état émotionnel influence nos réactions et nos décisions. Une émotion, qu'est-ce que c'est? Alors une émotion est un message que notre corps nous adresse, mais faut-il aussi avoir la capacité de reconnaître l'émotion, de la comprendre, la gérer et l'utiliser? Et justement, l'intelligence émotionnelle permet de mieux se connaître et mieux comprendre les autres. Alors, à quoi sert l'intelligence émotionnelle? Est-il possible d'améliorer son intelligence émotionnelle avec de l'exercice? On en parle aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Sabrina Moukran. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, c'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau. Le plaisir est à chaque fois partagé. Avec nous aussi Monsieur Riyad Chabouni, vous êtes coach professionnel. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un grand plaisir et un bonheur extraordinaire. D'ailleurs, je ressens une émotion de plaisir et en étant avec vous pour parler d'un sujet très important. Exactement. Très important. Les émotions. C'est ce qui de l'intelligence émotionnelle. Les émotions, elles sont en nous. On en parlera après, mais c'est l'intelligence émotionnelle. C'est un nouveau concept et c'est intéressant de faire un sujet vraiment sur ce concept. C'est magnifique. On est là pendant et une heure pour bravo. en parler. Merci. Oui, avec plaisir. Samira Hadjamat, bonjour. Je suis là. Quelle émotion Oui, beaucoup de joie. Je suis très heureuse d'être là. Avec toi, nous très heureuse de travailler dans Ma famille, ma vie. Je suis tout aussi émue. heureuse et merci pour cette déclaration de bon matin. On est joyeux de bon matin aujourd'hui dans Ma famille, ma vie et c'est tant mieux. Oui, voilà. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, pourvu que ça dure. Oui, Inch'Allah, bien sûr, et pourquoi pas. Donc, dans ta rubrique aujourd'hui, tu nous parles de l'intelligence émotionnelle. Dans Chez les animaux, par exemple, le dauphin, je ne sais pas si vous saviez, mais il a 2 cerveaux. Et ce cerveau, justement, fait qu'il a une intelligence un peu supérieure au reste du règne, mais qu'il a cette très grande empathie. Parce qu'on connaît tous Flipper, le dauphin. On a vu dans le Grand Bleu, le film, le dauphin avec, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Jacques. Oui. Avec Jacques. Et donc, cette capacité qu'ont les dauphins, un peu plus que les belugas et les baleines, à développer une intelligence sociale et par conséquent aussi émotionnelle. Voilà, mais on parlera aussi d'un personnage très important, c'est adapté d'une histoire vraie bien sûr, c'est le chien Hachi. Hachi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je connais Lassie. Lassie, oui. Oui, Lassie. Qui était très émotif aussi. Il y avait le chien aussi de Heidi, mais je me rappelle pas son nom. Oui, aussi, exactement. Tous le grand doudou. Voilà. Hachi est un chien japonais. Et il a une très belle histoire, je la raconterai tout à l'heure. On la racontera tout à l'heure dans l'émission. Très bien. Alors, l'intelligence émotionnelle, quand on parle d'intelligence, on pense souvent à l'intellect, au cérébral. On ne pense pas vraiment aux émotions. Aux émotions, c'est ce qu'on ressent, c'est l'impression qu'on a et tout ça. Donc, intelligence et intelligence émotionnelle, on a l'impression que c'est contraire. Ah bah oui, absolument. C'est deux mots qui sont opposés, parce que l'intelligence, c'est ça, c'est avoir cette capacité à pouvoir analyser, gérer, résoudre des problèmes, par exemple, ou
Mais la partie émotion, c'est tout à fait le contraire. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à préparer, qu'on n'arrive pas, ça vient tout seul, tout dépend de l'événement du moment. Donc on a du mal à contrôler. J'aime pas ce mot, mais on va dire à maîtriser. Oui. Et c'est ce qui fait que nos comportements ne sont pas appropriés. Oui. Voilà, c'est important de savoir. Donc la juxtaposition de ces deux mots, intelligence émotionnelle, nous donne un concept extraordinaire et qui est en nous. Voilà, qui est en nous, tout simplement. Oui, alors, oui, je pense que c'est vrai qu'il y a la confusion qui est là parce que quand on parle d'intelligence, généralement, on fait référence à l'intelligence mathématicologique. C'est ce qui est le QI, donc on parle beaucoup de quotient intellectuel. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 9 types d'intelligence. Il y a l'intelligence, par exemple, personnelle, interpersonnelle, musicale, naturelle, naturaliste, c'est-à-dire par rapport à la nature. Il y a 9 intelligences. Et l'une des intelligences, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, on parle de personnel et d'intrapersonnel, c'est-à-dire l'individu avec lui-même et l'individu dans son interaction systémique avec les autres. Donc, le quotient intellectuel a été longtemps associé aux facteurs numériques, mathématiques, logiques, mais aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on sait que l'intelligence émotionnelle, elle est tout aussi importante que l'intelligence mathématicologique et d'autres intelligences, par exemple la kinesthésique, les danseurs, leur corps a une intelligence qui est supérieure au commun des mortels, en tout cas celui qui ne maîtrise pas, par exemple, la danse. Donc on peut parler d'un quotient intellectuel spécial pour ce corps-là qui danse, qui est dans un mouvement d'une certaine façon. D'accord, donc il y a un quotient émotionnel, oui. Est-ce qu'on peut le calculer? Tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'études. Alors sur un plan universitaire, aujourd'hui, j'en connais pas un test qui a été référencé, par exemple comme le QI. Donc dans tout ce qui est psychométrie, il y a énormément de recherches aujourd'hui qui se font pour adapter, pour pouvoir, par exemple, avoir c'est-à-dire une mesure pertinente. Par exemple, le QI aujourd'hui à 130, on dit que vous êtes efficient, enfin un haut potentiel, mais ça n'est pas dit que 125, vous ne pouvez pas aussi être considéré comme hyper aussi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a des tests qui sont faits par soit des labos privés, soit des organisations qui sont aujourd'hui capables de mesurer l'intelligence émotionnelle. Et surtout, aujourd'hui, on parle beaucoup d'hypersensibilité, d'empathie. Et donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très, très, très développé dans les recherches. Donc oui, pour répondre à la question, on peut trouver aujourd'hui des tests sérieux développés par des organismes pour mesurer le quotient intellectuel. Très bien. Et M. Chapouni, oui, non, mais pour compléter effectivement ce qu'a dit Sabrina, c'est qu'effectivement ce quotient émotionnel qui existe, il est récent. Il a été créé dans les années 90 par un psychologue qui s'appelle Baron, de mémoire, et qu'avant lui, il y a aussi eu des recherches qui ont été faites par Daniel Goleman, qui est très connu. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur... C'est celui qui a beaucoup vulgarisé. Absolument, non seulement vulgarisé, mais il l'a mis en pratique, parce que c'est ça qui était intéressant. Bon, avant lui, il y avait Salovey et Meyer, qui ont fait des recherches aussi, c'est important. Et comme tu l'as si bien soulevé, effectivement, il y a plusieurs formes d'intelligence, et le premier qui a identifié ça, c'était Gardner. Donc c'est bien de revenir un peu à l'histoire, parce que c'est récent. C'est que vous imaginez, depuis les années 80, on a découvert qu'il y avait plusieurs sortes d'intelligence, intrapersonnelle, interpersonnelle. Et ensuite, il y a eu ces recherches qui ont été faites par des psychothérapeutes, des psychologues aux États-Unis, qui ont identifié qu'il y avait 7 formes d'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, c'est eux qui ont créé le mot intelligence émotionnelle. Et ensuite, ça a été développé par Daniel Goleman sur le terrain. Donc lui, il a fait un échantillon de 500 entreprises, à l'époque, dans les années 90, où il a vraiment exploré les émotions et comment on pourrait effectivement travailler avec les salariés sous une autre forme, c'est-à-dire travailler différemment. C'est-à-dire on rentre dans une entreprise avec une colère, par exemple, on ne peut pas la mettre sur un porte-manteau. Donc on rentre avec cette colère. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que depuis les années 2000, il y a beaucoup de pays qui commencent à intégrer l'intelligence émotionnelle au sein des écoles pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre. Avant, on pensait que le quotient intellectuel, c'est ce qui faisait qu'un enfant allait réussir ou que tout le monde allait réussir, soit professionnellement, soit dans les études. Alors aujourd'hui, le quotient intellectuel ne suffit plus.
Justement, c'est intéressant de voir, moi je regarde tout ce qui est constat factuel, ce qui a été fait. Okay. Et moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait une thèse sur ça en 2015, où j'ai fait effectivement 2 ans de recherche par rapport à ça au sein d'une entreprise de 40 salariés. Et j'ai vu vraiment cette... En fait, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas senti, parce que je l'ai vécu en même temps que ces gens-là. Donc, je me suis moi-même intégré dans ce processus. Et c'est ça qui est intéressant à faire. Et en fait, ce qui est important, c'est que les enfants commencent, par exemple, nous, dans notre éducation, je parle de moi, bien sûr, oui. Au début, quand je ne connaissais pas ce concept, dès que mon enfant pleure, allez, tu ne pleures pas, surtout si c'est un garçon, vient dans les croyances, tu es un homme, tu ne pleures pas, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On lui apprend à étouffer son émotion. Et maintenant, c'est différent. D'ailleurs, bon, même mes enfants le découvrent. Papa, il est différent. Ben, c'est normal parce que j'apprends, on améliore notre façon de faire. Et aujourd'hui, avec les enfants, par exemple, il faut les laisser exprimer leurs émotions. Quand on le voit triste, ben, ok, on le ramène, on le prend dans les bras. On essaye d'être là pour lui, pour qu'il puisse ne pas avoir honte d'exprimer cette émotion, surtout pour les garçons, cette émotion de tristesse, ne pleure pas, etc. C'est de la foutaise, franchement. Quand j'ai découvert ça, j'ai vu que ça n'apporte rien pour les enfants. Et c'est un trauma. Après, bon, la psy, elle pourra nous parler de ça, c'est pas mon domaine, mais c'est vrai que ça deviendra après un trauma, c'est-à-dire c'est difficile de justement résoudre ces problèmes. Donc je reviens à dire, le quotient intellectuel, effectivement, c'est important. Vous devez avoir un diplôme pour intégrer un poste, c'est normal. Mais Daniel Goleman, il a fait une chose extraordinaire, c'est que de mémoire, 65 ou 67% des compétences sont liées aux émotions. C'est-à-dire votre capacité à pouvoir développer vos compétences émotionnelles qui sont, comme tu l'as bien cité, l'empathie, la conscience de soi, la maîtrise de soi par exemple, la relation avec les autres, la motivation interne, etc. Et puis, ça va vous donner, ça va augmenter en vous en fait toutes les valeurs que vous avez. C'est magnifique, franchement. D'ailleurs, je vous en parle, je suis heureux d'en parler parce que je me dis c'est un concept qui est nouveau, ou peut-être certains en parlent mais ils ne savent pas ce que c'est. Tout le monde peut pratiquer l'intelligence émotionnelle. Vous pouvez être un technicien en informatique, un ingénieur en mécanique, vous pouvez être un pharmacien, mais vous avez cette capacité parce qu'elle est en nous. On a été créé ainsi. On ne peut pas faire autrement, sauf qu'on ne l'utilise pas. Voilà. Exactement. Donc QI, c'est-à-dire quotient intellectuel plus le quotient émotionnel, ça va vous donner quelque chose. Oui, c'est-à-dire vous allez pouvoir facilement maîtriser vos émotions au sein de l'entreprise. Moi, j'essaye de le faire, et même Sabrina tout à l'heure, on a parlé de ça. Les managers, les chefs d'entreprise, c'est eux qui doivent commencer par ça. Donc parce on leur apprend quoi? On leur apprend on peut les former à l'empathie, par exemple, à avoir de l'empathie. Justement, il n'y a pas de formation à proprement dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus une pratique. C'est juste vivre l'émotion du moment. Par exemple, là, on est là. On a parlé tout à l'heure du plaisir d'être ensemble. Mais moi, je vous ai parlé aussi, c'est ma première émission, de quelque chose qui est de l'ordre du stress positif. C'est-à-dire, j'étais heureux, mais en même temps, j'étais un peu stressé. Parce que c'est la première fois que je parle en Algérie, dans mon pays, de ce concept, alors que je le pratiquais énormément en France. Et là, aujourd'hui, ici en Algérie, je suis content que ce sujet puisse être un peu, évoqué, comme tu l'as dit, vulgarisé. Okay. Voilà. Très bien. Jamais trop tard pour bien faire. Exactement. On parle aujourd'hui d'intelligence émotionnelle, donc si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un micro-trottoir que nous a préparé notre collègue Yasmine Belhidja. Et justement, les passants ont parlé de leurs émotions. Est-ce qu'ils répriment leurs émotions ou pas? Et on va le savoir tout de suite. بيان سور احنا كي كنا صغار علمونا والدينا بلي ما نخافوش باش ما نكونش عندنا الخوف في قلبنا وباش ما نبكوش ما نخرجوش واش كاين باش علمونا باش نولوا رجال وكي نكبروا ثاني نعلموا في ولادنا باش يولوا رجال ما يخافوش نحوا لهم الرهبه نحوا لهم الخوف كي صرا اي انسان عفسه راح ترجع لا رياكسيون تاعو الريفلكس تاعو رده الفعل تاعو الى المنشأ تاعو كيفاش تقبل الصدمات الاولى هذه كيفاش كانت رده الفعل تاع الناس تاعو اللي قراب ليه كيفاش علموه يرد الفعل هذاك ويتعلم ردة الفعل من صغر تاعو حتى يبدا يكبر. كي يبدا يكبر راح يدخل في الوعي راح يدخل في الادراك راح يدخل في الممارسات اللي يتعلمهم كيفاش يقدر يتجاوز هذيك العفسه اللي صارت له ولا يتقبلها ولا
في هيئة انه يكون عندي مشكل ولا حاجه، اي حاجه صارت لي في العائله، نكون في خدمتي ولا سافوار مع اصحابي البرا، اي لقطه ما نحاولش اني نبين نتعامل هذاك مع المشكل ببرود، ما نحاولش نبين الكاركتر تاعي براني خايف، ولا نكمل على طبيعتي ومن بعد نريقلوا المشكل هذاك عادي جدا. تعلمنا نخبوا في قلوبنا ما نخرجوش. سرار وين تخرج واش كاين في قلبك، تحكي للناس ولا تحكي كشواعه، تخرج واش كاين في قلبك بصح باش تبكي، ولا احنا رجال ما نبكوش، تعلمنا هكا تربينا هكا. اذا كنت شخص يتحمل ويقدر يتفاعل مع الازمات اللي صراو له، ولا يقدر يتحملهم، ولا على الصبر اذا كان انسان يصبر، اذا كان انسان ما يصبرش، على العقليه اللي راهي في راسه، الافكار تاعو، المبادئ تاعو، نتصرف عادي نورمال، لانه ما موفاز نوفال هذه تجي من القضاء والقدر. بريميرمون الانسان يعمل بالقضاء والقدر ويكون مؤمن، باسكو اي حاجه مليحه ولا مش مليحه لا رياكسيون تاعي عادي لو بلو نورمال دي موند، ونفرغ واش في قلبي كلش. بيان سور كو جو بلور كون ما نبكيوش، ما عندناش الحنان، ما نكونوش حنان كون ما نبكيوش. الانسان يتاثر دي فوا يقعد وحده ما يبينش، مي كي يقعد وحده يبلور، لانه البكاء ويمد الحنان، يعني ينحي قسوه القلب. نتعامل معها بطبيعتي نورمال، نقدر نعمل بطبيعتي نورمال، نفرح نورمال عادي، بس كاينه درجه انك توصل تبكي نورمال من كثره الفرحه تاعك. Alors c'est mitigé, c'est entre deux. On a ceux on a ceux qui répriment, non, je ne montre pas, je garde en moi, il ne faut pas que je montre mes émotions, et d'autres qui, oui, j'accepte, je pleure, il n'y a pas de souci. Donc on nous apprend dès notre jeune âge, comme vous l'avez dit, à ne pas montrer ses émotions. On croit que ces émotions sont négatives. Tout à fait. Oui. Alors ça, c'est très bien. Donc voilà, ce que vous avez dit, c'est les émotions sont négatives. En vrai, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émotion est un message qui est envoyé par notre inconscient. Tout à l'heure, on disait que l'émotion vient du corps. Non, c'est un signal qui nous vient de l'inconscient et qu'on perçoit au niveau du corps. Ça veut dire qu'entre le signal et le corps, il y a déjà quelques millièmes de secondes qui sont là. Et l'émotion, c'est votre facteur, c'est tout. Déjà, il faut savoir que, par exemple, nous, quand on fait de la thérapie, on apprend aux personnes à se dissocier de son émotion. Si je ressens de la colère, je ne suis pas la colère. Si je ressens de la tristesse, je ne suis pas de la tristesse. Donc, je me mets en métaposition. Si je prends l'information que l'émotion est mon messager, donc finalement, c'est un message, le facteur vient me donner une enveloppe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions utiles. La peur, par exemple, c'est une émotion grâce à laquelle on est tous aujourd'hui autour de cette table. Parce que sinon, si on n'avait pas de peur, ben on serait tous morts. Vous imaginez si vous n'avez pas de peur? Vous êtes au 5e étage d'un immeuble, vous êtes en retard. Bon, déjà, je pense que l'immeuble n'existerait pas parce que la race humaine aurait déjà disparu. Voilà. Exactement. Donc, si on n'a pas peur, on ne va pas se protéger. Effectivement, il y a ce qu'on appelle les peurs irrationnelles. On reviendra parce qu'ils sont directement liés à notre instinct de survie. La tristesse. La tristesse est une émotion utile sur un plan psychique, mais d'une utilité intergalactique, parce que la tristesse nous permet de mettre de l'espace. En fait, quand vous pleurez, vous libérez tout le cortisol qu'il y a dans le corps. Les larmes de joie et les larmes de peur, ce n'est pas la même composante chimique. Les larmes de tristesse, c'est des larmes qui sont bourrées de cortisol. Les larmes de joie, c'est d'autres. Exact. C'est pour ça que quand on pleure beaucoup par souffrance, après, on est soulagé. Ben oui, parce que les surrénales vont libérer. Donc finalement, nos émotions, elles sont utiles. Donc à partir du moment où je comprends ça, quand je suis dans une file d'attente et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui me fait quelque chose de pas OK et que je ressens de la colère, faire de l'intelligence émotionnelle, c'est de me dire OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ressens de la colère. C'est pas je suis en colère, non, je ressens de la colère. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma colère? Chaque émotion, elle a un message universel. Donc, il y a des émotions désagréables, mais elles sont toutes utiles.
D'où l'importance d'apprendre par exemple à nos enfants que la peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, la surprise, le dégoût, c'est des émotions utiles et c'est normal de les ressentir. Et là, on va leur donner un pouvoir illimité sur leur comportement, sur leur volonté, sur tout. Donc, réprimer, non. Exagérer, non. Refouler, non. Utiliser son émotion, oui. Il y a 4 façons, une seule est bonne, c'est l'utilisation. Et comment arriver à bien utiliser ces émotions? Parce que sur le coup, quand on est en colère, il faut les connaître déjà. Voilà. En fait, il faut savoir qu'il y a 8... Bon, il y en a qui disent 4 émotions de base, il y en a qui disent 8. Clairement, il y a la joie. La joie, c'est un état où vos besoins et vos valeurs sont respectés. Deuxième émotion, la peur. La peur, c'est une émotion où il y a un message, c'est possibilité qu'il y a un danger quelque part. Il faut fuir. Voilà, il faut se protéger. Fuir, je ne sais pas, mais se protéger en tout cas. Troisième émotion, la tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui nous dit qu'on a perdu quelque chose, on a besoin de réconfort, mais la tristesse, c'est-à-dire je fais le deuil de quelque chose. D'accord? La colère, c'est mes besoins ont été heurtés, mes valeurs pas respectées. J'en ai une qui manque, donc je parlais de la colère, de la tristesse, de la peur et la joie, tout est OK. D'accord? Après, on a la honte et la culpabilité, c'est ce qu'on appelle des émotions sociales. Quand j'ai honte, ça veut dire que j'ai enfreint quelque chose de socialement pas OK. La culpabilité, probablement, j'ai besoin de réparer quelque chose. Donc peut-être que j'ai fait quelque chose de pas bien à madame, et voilà, et j'ai besoin d'aller réparer mon acte. Le dégoût, c'est une émotion en fait qui nous demande à nous mettre à distance de quelque chose. Voilà. Et la surprise, c'est juste pour prendre conscience d'un état soudain qui se met là. Donc finalement, ça, c'est nos émotions de base. Voilà. Et l'interprétation des surprises, oui, des émotions peuvent être agréables ou désagréables. C'est selon aussi ce qu'on a vécu par rapport à cette émotion dans l'enfance aussi. Si vous êtes oui. Là, c'est un autre débat. Juste pour compléter ce que disait Sabrina, pour revenir après à l'enfant, c'est très intéressant ce qu'elle dit parce qu'il faut que les personnes sachent d'abord ce que c'est académique. Il faut qu'ils sachent ce que c'est qu'une émotion. De deux, quelles sont les différentes familles d'émotions. Elle les a bien citées, mais je rajoute juste une chose, elles ont été identifiées par rapport à une expression faciale universelle. C'est-à-dire que vous allez en Inde, aux États-Unis, en Allemagne, en Algérie, Tunisie, si quelqu'un est joyeux, il va sourire. Donc le sourire, il est universel. Et à partir de ce moment, on a une famille d'émotions qui est la joie, ou le plaisir, ou la surprise. Surprise, c'est... et qui va ramener ensuite quelque chose, la surprise. Elle peut ramener ou de la peur, si c'est quelque chose voilà, ou de la tristesse, etc. Donc c'est très intéressant qu'elle ait effectivement parlé de ça, parce que pour mieux comprendre l'intelligence émotionnelle, il faut déjà avoir des notions de base. Vous allez sur Internet, vous allez comprendre comment, c'est quoi cette définition d'émotion. Chaque émotion provoque en nous une réaction, dans notre physique, dans notre corps, une réaction. Justement, ça c'est intéressant de travailler d'abord sur ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est travailler sur l'émotion, travailler sur la conscience de soi, ce qu'on appelle la conscience de soi. Mais le fait de travailler sur la conscience de soi, c'est-à-dire quand on a vu votre reportage, moi j'ai remarqué juste l'expression faciale qui n'existait pas. C'est-à-dire que la personne en fait, elle était déconnectée du moment présent. Elle était beaucoup plus dans la réponse. C'est-à-dire elle était dans son intelligence rationnelle. Qu'est-ce que je dois dire? En fait, mais si tu vis l'émotion, tu vas répondre autrement. On te pose la question, par exemple, pour vous, comment vous exprimez vos émotions? Moi, je vais dire tout simplement, mon émotion du moment, je vais vous l'exprimer. Celle qui est là, maintenant. Mais ce n'était pas une question surprise, avant qu'elle le filme, elle lui a dit... Oui, donc ça veut dire que le cerveau, alors là, il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Donc, il a étouffé complètement l'émotion qui était là, du moment. Pourquoi? Parce que l'expression n'était pas là. Donc, l'expression du visage, ça peut être aussi, quand on parle de tristesse, moi je travaille avec des artistes aussi, par exemple, et je leur demande d'exprimer en chantant une émotion. Et vous allez voir qu'exprimer par exemple de la tristesse, ils vont la faire en souriant par exemple, parce qu'ils ne vivent pas ce moment. Donc l'idée c'est de faire travailler la personne avec le moment présent, avec son ressenti, et c'est ça en fait la magie.
de l'intelligence émotionnelle. C'est la conscience de soi, être conscient de son émotion, pouvoir l'identifier, comme elle l'a dit Sabrina, identifier l'émotion du moment. Et c'est à partir de ce moment qu'on arrivera à, on va dire, transformer une réaction en une action positive, comme vous l'avez dit. Okay. Et c'est ça qu'il faut apprendre, je reviens aux enfants, qu'il faut apprendre aux enfants, c'est reconnaître l'émotion, identifier cette émotion, de quelle émotion il s'agit, qu'est-ce qu'elle a besoin cette émotion, qu'est-ce qu'elle me dit en fait cette émotion. Et quand vous allez devenir un expert de l'intelligence émotionnelle avec le temps, vous allez le faire en 10 secondes, 20 secondes. C'est ça qui est... Au début c'est lent, c'est normal, mais il faut s'exercer. C'est avec la pratique. Et nous on n'est pas habitués. Oui. Nous, les hommes, par exemple, voilà, j'ai fait mes études ici, on nous a toujours demandé d'étouffer la tristesse et de ne pas pleurer devant, attention, t'es un homme, etc. Ça, c'est un sujet tabou. Maintenant, dire à un enfant de pleurer, comme tu le dis, tu te libères on dit, mais jusqu'à aujourd'hui, quand on voit un enfant pleurer, arrête de pleurer. Pourquoi Non, que ce soit une fille ou un garçon. Mais même pour les filles, on leur dit arrête de pleurer, pourquoi tu pleures, tout va bien. T'es grand. En fait, l'idée, c'est que c'est intéressant, c'est vrai que là, on vient de schématiser, mais je voudrais quand même insister sur la complexité du vécu psychique, parce que l'émotion ne vient jamais toute seule. Il a parlé tout à l'heure de... Par exemple, des fois, vous êtes en colère, mais vous pleurez. Oui. Normalement, pleurer, c'est de la tristesse. C'est ce qu'on appelle des émotions raquettes. Donc, en vrai, c'est des cocktails émotionnels. Et pour travailler l'intelligence émotionnelle, ce qu'on fait, c'est comme dans la gestion de la douleur. Si vous partez chez un bon médecin qui fait de la gestion de la douleur, vous allez lui dire « j'ai mal », il va vous dire sur une échelle de 0 à 10, vous avez mal, à combien vous avez mal. C'est exactement ce qu'on fait dans l'intelligence émotionnelle. Déjà, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi? Tristesse, peur? Et après, confus. Et après, c'est ça, mais c'est confus. C'est jamais aussi simple comme on l'a expliqué. Nous, on vous donne quelque chose de théorique, c'est super sympa. Mais allez-y, quand vous êtes au volant et quelqu'un vous est rentré dessus, dedans plutôt, vous allez dire, voilà. De la frayeur. Voilà. Mais il y a un cocktail émotionnel. Parce que l'émotion, elle ne dure que 3 secondes, c'est quelques secondes. Après, c'est un sentiment, parce que l'émotion, elle va être mentalisée avec le cerveau et vous allez mettre votre propre perception du monde. J'aurais une question. Puisque le corps humain, qu'il soit féminin ou masculin, normalement à l'intérieur on est pareil, on a le même cœur, les mêmes terminaisons nerveuses. Est-ce qu'il y a une émotion émotionnelle pour les hommes? Est-ce que c'est différent chez les hommes ou chez les femmes? Alors, c'est la même base, c'est les mêmes émotions. Le ressenti est différent. Ça veut dire que vous, par exemple, vous et moi, entre deux femmes, peut-être moi, la peur, je la ressens au niveau du ventre, vous allez la ressentir au niveau du cou. Non, au niveau du cœur. Par exemple. Donc là, le signal physiologique pour vous par rapport à la peur, c'est le cœur. Qu'est-ce qui fait que c'est différent d'une personne à une autre? Ça, c'est la singularité de l'être humain. C'est pour ça qu'on est 8 milliards d'êtres humains, on est 8 milliards de réalités différentes. Et c'est pour ça que aujourd'hui, par exemple, si on veut travailler avec une personne de la thérapie, il est impossible de reproduire le même schéma thérapeutique. C'est impossible. Parce que c'est tellement riche la psyché humaine, on ne peut pas savoir. On peut être des jumelles et on vit les choses différemment. La carte n'est pas le territoire. Exactement. Voilà. Il y a des faits, il y a un fait, mais des réalités. C'est ce qu'il faut intégrer aussi. Et on ne perçoit pas non plus les émotions de la même façon, dans le sens où une émotion peut être agréable ou désagréable selon notre vécu, ce que je disais tout à l'heure. Donc dans l'enfance, j'ai vécu cette émotion et c'était agréable. Une fois adulte, je garde toujours le souvenir de ce qui s'est passé, que c'était agréable, même si c'est... Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que la mémoire émotionnelle, elle est faillible, hein. Elle change. Ça veut dire... c'est pour ça qu'on peut la travailler. C'est ça. C'est le plus beau cadeau que le bon Dieu... comme une émotion peut s'atténuer avec les années, avec Alors, le temps. s'atténuer, oui, mais quand c'est une émotion traumatique, elle reste elle est tout le temps là et elle se réactive. C'est ce qu'on appelle le souvenir traumatique. Par exemple, vous pouvez avoir des jumeaux. Il y a eu des études qui ont été observées. Donc, ils étaient en bord de mer. Ils ont été donc heurtés par une vague. Il y en a un qui est tombé, qui a pleuré, qui a eu mal, l'autre qui a rigolé. Donc finalement, ils ont perçu le monde différemment. L'un, peut-être qu'il était triste parce que voilà, il n'a pas été costaud.
Peut-être, mais les deux se sont fait mal, hein, parce qu'ils sont à 99% identiques. Par contre, ils perçoivent le monde différemment. Et sur ça, et c'est pour ça que vous pouvez vivre, par exemple, dans une famille dysfonctionnelle, avoir des parents maltraitants. Au niveau des traumas, on va trouver des traumas chez l'un. La même situation n'est pas vécue traumatique par l'autre. On ne peut pas expliquer, c'est des différences personnelles, c'est des quotients de résilience, c'est beaucoup, en fait c'est des facteurs, il n'y a pas de linéarité, on ne peut jamais expliquer les choses. On peut faire des suppositions, mais on ne peut pas attester que si tu as ça, tu vas avoir ça, et je dirais que c'est un peu... Alhamdoulilah, que ce soit comme ça. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, on parle de nos émotions, de l'intelligence émotionnelle. Donc si vous avez des questions, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, 021 23 98 91. Je sais très bien que ce n'est pas toujours facile de parler de ces émotions, mais osez, pourquoi pas. On vous donnera peut-être des solutions, des réponses, ou vous allez nous enrichir avec vos témoignages. Alors, les émotions, c'est ce qui nous fait réagir, agir. Ce qui nous guide en réalité, c'est nos émotions. Mais en pratique, comment on fait? Donc, on va parler du côté professionnel. Au boulot, c'est pas toujours évident, et au boulot, on essaye de ne pas montrer. On fait le maximum pour ne pas montrer ses émotions, que ce soit de la colère. Faiblesse, si on montre à ses collègues. Exactement, c'est considéré comme de la faiblesse. Donc, on réprime nos émotions un maximum, que ce soit la peur, la colère ou autre chose. Il faut être limite stoïque. Au boulot, je viens, je fais mon travail, je rentre à la maison et puis voilà. Comment gérer ces émotions et comment les montrer, justement, mais de la bonne façon au travail, en pratique? Comme on disait tout à l'heure, c'est une éducation d'abord. Donc il faut d'abord comprendre un peu le phénomène, le mécanisme. La science évolue, donc c'est récent, hein, l'intelligence émotionnelle. Ce qu'il y a, c'est que d'après les recherches qui ont été faites et d'après les expériences de certaines entreprises qui ont développé ce concept au sein de l'entreprise, c'est tout simplement faire par exemple des ateliers de partage émotionnel. Moi, j'ai vécu un moment de crise économique dans une entreprise où j'étais obligé de licencier un certain nombre de salariés. Et là, j'ai dit c'est le meilleur moment d'intégrer effectivement l'intelligence émotionnelle au sein des équipes. Donc, on prenait par groupe de 15 ou 20 des personnes qui allaient être licenciées dans 3 mois ou 6 mois. Et c'était émotionnellement profond parce que chacun effectivement parlait des émotions. Et ce que disait Sabrina tout à l'heure, il y a effectivement cette confusion parfois entre l'émotion et le sentiment qui vient après. Par exemple, les gens sont stressés ou les gens sont anxieux parce que l'avenir, parce que voilà, ils vont être licenciés. Et nous, on va travailler sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette anxiété ou qu'est-ce qu'il y a derrière ce stress. Effectivement, les personnes sont différentes. Chacun va pouvoir en parler de façon différente. Mais là, quand vous allez consulter les personnes, bien sûr, tout doucement, il faut un cadre spécifique, il faut poser des questions, et d'où l'intérêt d'être effectivement un coach ou une psy qui peut effectivement avoir les questions appropriées pour pouvoir faire exprimer la personne et émerger effectivement ses émotions. Quand il s'agit d'une émotion très profonde, très douloureuse par exemple, bon, c'est pas le métier de coach, c'est plus le psychologue qui fait ce boulot. Quand c'est une émotion qui est de l'ordre de j'ai peur de l'avenir, je ne sais pas ce que je vais devenir, nous on va travailler essentiellement sur cette peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette peur, la personne va parler d'une autre émotion. En fait, le stress, ça peut être de la peur, de la colère, de la tristesse en même temps. Okay ? C'est un cocktail. Mais la première émotion qui émerge dans l'instant présent, peut-être, c'est la peur. Okay ? Et à partir de ce moment, moi j'ai vu dans les expériences que j'ai vécues, quand on fait une deuxième, un troisième avec le même groupe, et là vous allez avoir ce qu'on appelle l'empathie qui va être intégrée. C'est-à-dire tout le monde va être licencié, mais vous allez recevoir par exemple, tiens, Sabrina elle va être licenciée, Mounia va être licenciée. Sabrina qui dit à Mounia, mais t'inquiète pas, je connais à Hassim Saoud une personne qui peut te trouver un job. L'autre elle est à Batna, oui, Batna je connais quelqu'un qui peut. Donc c'est le fait de parler de ces émotions, le fait de rentrer dans cette compétence d'empathie va permettre en fait une entraide. Donc on va rentrer dans une autre sphère. On était dans une sphère plus critique, plus on en veut à l'entreprise, on en veut au système, plus, et on laisse les gens émerger cette colère au début, qui deviendra peut-être une peur et qui va forcément être de l'empathie ensuite, c'est-à-dire on arrivera à la tristesse. On est triste, mais on est réaliste. C'est que, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et c'est ça, en fait, ce que je dis, c'est quand vous allez intégrer ça au sein de l'entreprise, le raisonnement va être différent. C'est-à-dire que les personnes vont prendre en considération juste comment vous vous sentez. Ce que j'ai dit ce matin,
comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez beaucoup plus. C'est pas ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. Oui, ok, ce bien, tu ressens quoi derrière? Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est peut-être de la tristesse? Le fait de me rappeler, par exemple, moi, de ma grand-mère, c'est triste, mais c'est joyeux en même temps, parce que j'ai de beaux souvenirs. Okay, c'est ce réveil d'émotions, et elle a parlé aussi de certaines émotions, ce que j'appelle moi le coup d'état émotionnel. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à maîtriser ses émotions, on a une sorte de coup d'état émotionnel. C'est le cerveau émotionnel qui va prendre le dessus. Et c'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Il faut emboîter les deux. Okay. C'est gérer ses émotions sur le moment. Ne pas les laisser s'accumuler pour voilà. un peu... Je préfère le mot maîtriser, voilà. Maîtriser les émotions, c'est-à-dire faire un travail d'abord de reconnaissance et ensuite commencer à maîtriser. La maîtrise, Daniel Goleman, c'est son travail bien sûr, il a mis en place 5 compétences émotionnelles importantes qu'il va falloir développer. Donc la conscience de soi, c'est-à-dire prendre en compte son émotion du moment, pouvoir juste l'écouter, la maîtriser, c'est l'écouter, c'est comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette émotion, est-ce qu'elle est ancienne? Oui, si elle est ancienne, donc ça peut être un trauma, donc là effectivement, et je vais reconnaître que ça ne va pas. Et là, je vais consulter un psy. Oui, il faut que j'aille consulter un psy. Et si le psy me dit non, mais tout va bien en fait finalement, mais je n'arrive pas à avancer. Ok, je vais voir un coach. Lui, son job, c'est ça. Il va vous faire travailler pour... Donc, en fait, il y a toujours des solutions. Et c'est pour ça, au sein de l'entreprise, depuis des années, on met un psychologue du travail au sein des entreprises. Mais aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, surtout aux États-Unis, en Europe aussi, depuis 15 ans à peu près, on met en place des coachs internes. Moi-même, je suis coach interne au sein de l'entreprise. Et j'ai cette possibilité de coacher tous les jours, ok, les mêmes personnes, mais avec des émotions différentes. Alors que c'est les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent avec une émotion qui est la leur. Il sort de la maison, il se dispute, il engueule ses enfants, il n'est pas bien, il est attristé, ses enfants ont une mauvaise note, ses enfants ont une bonne note, il a fêté un anniversaire, donc il va venir avec cette émotion de joie par exemple. Oui. Et puis il y a Mounia qui était triste. Et puis bon, ils se rencontrent. Et puis Mounia qui regarde Riyad qui est heureux. Et donc, elle est quelque part gênée par cette situation, déstabilisée. Alors, si on en parle, comment ça se passe? Donc, celui qui est joyeux peut voir Mounia et lui dire tout simplement « Tiens, je te vois triste, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Juste ça. C'est travailler l'empathie aussi. C'est travailler l'empathie, justement. C'est une des compétences, justement. Donc, en fait, ce travail-là, c'est un mécanisme qu'il va falloir intégrer au sein d'une entreprise. Mais je dis, c'est le leader avant, c'est le manager avant, c'est le chef de service. C'est lui qui doit d'abord se nourrir de ça, pour qu'il puisse comprendre c'est quoi l'impact, et après il va le transmettre à toute l'équipe. Voilà. Est-ce que c'est contagieux les émotions? Tout à fait. Aujourd'hui, on parle de contagion émotionnelle. En fait, de toute façon, autant qu'être humain, on est tous synchronisés les uns avec les autres. C'est pour ça que malheureusement, il y a ce qu'on appelle les vampires émotionnels. Donc il y a des personnes où dès que vous rentrez dans une salle et qui ils envolent votre énergie. Voilà, et émotionnellement vous pouvez être très mal à l'aise quand donc cette personne elle est à côté de vous. Donc oui, les émotions sont contagieuses, d'où l'importance en systémie, donc en entreprise, d'avoir cette capacité d'être conscient de ce qui se passe en soi pour pouvoir avoir les objectifs en tête et mettre en place les bonnes stratégies. Tout à l'heure, vous avez parlé de se mettre en action. En fait, l'émotion, c'est ex movere en latin et c'est rien d'autre que se mettre en mouvement. L'émotion, c'est un message qui vous appelle à vous mettre en mouvement, tout simplement. Donc, si j'ai le bon message, je peux me mettre en mouvement de la bonne manière. Pour se mettre en mouvement de la bonne manière, faut-il pas prendre le temps un peu de comprendre, c'est réagir tout de suite ou prendre le temps de réfléchir pour réagir? C'est ça en fait. Alors si vous allez, par exemple, si c'est la première fois que vous rencontriez ce concept, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle les phases de l'acquisition du savoir. Donc si vous ne savez pas que ça existe, vous allez être inconsciemment incompétente. Vous ne savez même pas que ça existe. Après, on va être dans le consciemment incompétent. Ah tiens, c'est un concept qui existe, mais je ne le maîtrise pas. Si j'apprends
Je vais passer par la phase du consciemment compétent. C'est quand vous commencez à conduire. Les premiers temps, on l'a tous fait. Je cherche mon frein et j'essaie de voir est-ce que j'ai fait le bon geste avec le levier de vitesse. Et puis par la suite, vous faites Alger, Tunisie, vous regardez même pas. C'est ce qu'on appelle l'inconsciemment compétent. Pas très loin de la manipulation quand on apprend les techniques de la... La manipulation, forcément, elle n'est pas forcément négative. Mais ça dépend de ce qu'on en fait. Pas du tout. Sauf quand elle est négative. Généralement, il n'y a pas de souci. On est tous des manipulateurs, hein, d'une manière. Quand vous allez travailler avec votre enfant pour qu'il puisse exprimer... la question, oui, mais c'est de la manipulation positive. Ça veut dire manipuler, ce n'est pas un mauvais terme en soi. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Mais travailler avec les émotions, bien sûr, manipuler, c'est juste, façonner, exactement. Donc, pour dire que, oui, on peut... Alors, j'ai oublié votre question. On s'est perdu un petit peu avec la manipulation. Voilà. On va revenir sur les enfants, justement. C'est pas vraiment manipuler les enfants. Si, j'ai du mal avec ce mot. J'ai du mal avec manipuler, mais... à l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est aussi les éduquer côté émotionnel. C'est avec nous qu'ils apprennent justement à gérer, à reconnaître leurs émotions, à travailler avec leurs émotions, à les exprimer, à le faire. Donc, on peut, en tant que parents, manipuler du coup nos enfants. Alors, il y a de la contagion émotionnelle. Il faut savoir déjà que le fœtus, le bébé dans le ventre de sa mère, il vit toutes les émotions de la maman, d'accord? Pour qu'on soit vraiment au clair. Moi, ça, c'est quelque chose qui est très important. J'insiste beaucoup sur ça. Ça va impacter sur sa personnalité? Oui, ça impacte sur la personnalité. Alors, je vous dis, aujourd'hui, moi, j'ai des bébés stressés à la naissance. Ces derniers temps, j'ai reçu 2 bébés, 2 mois et 4 mois, avec un tableau clinique, mais complètement, c'est-à-dire hallucinant. Parce que tout simplement, les mamans ont vécu des traumatismes lors de la grossesse. Ça se traduit comment? Par exemple, il y a un bébé qui fait c'est-à-dire une problématique cardiovasculaire avec aucune lésion c'est-à-dire physiologique. Et en fait, la maman, elle a vécu quelque chose quand elle était enceinte. Il y a un bébé qui ne dort pas. Alors le bébé, ça dort au moins 20 heures. Un bébé qui ne dort pas, il fait des cycles de sommeil de 30 minutes, c'est juste pas possible. Parce que aussi, en fait, ils sont en hypervigilance. L'hypervigilance, c'est quoi? C'est une peur, voilà. En fait, je dors pas parce que je dois rester vigilant. Il va y avoir quelque chose qui va m'arriver. Tu dois savoir réagir. Ben oui, donc les enfants, déjà, il faut savoir que l'enfant, le développement sensorimoteur de l'enfant, il est directement lié à celui de la maman. Donc, une maman qui est non sécurisée, qui sont en danger, qui ne va pas bien, l'enfant, même si elle ne lui dit pas, il ressent. Moi, je préfère qu'elle le dise, parce que sinon, il est dans l'aliénation. Il pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il n'est pas capable de mettre des mots. Donc, par exemple... Moi, quand il y a des couples qui se séparent, nous, en Algérie, on a le chic de se séparer et de s'entretuer. C'est-à-dire, on ne réussit pas le mariage, mais on ne réussit pas le divorce aussi. Hein. Donc, au moins, donc là, l'enfant n'est pas au courant. Enfin, il pense qu'il n'est pas au courant, mais il a tout vécu. L'émotion du père, de la grand-mère, de la mère, de la tante, tout le monde. Mais non, on ne lui dit pas parce qu'on veut le protéger. Non, en fait, il faut parler à l'opposant, expliquer et autoriser la vulnérabilité. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent le pouvoir de la vulnérabilité. En parlant de la manipulation, les plus grands leaders aujourd'hui s'appuient sur leur vulnérabilité pour leur cote de popularité. Donc le monsieur qui a dit oui, moi je montre rien, au contraire. Donc moi je vous dis, messieurs, si vous voulez être plus impactant, soyez vraiment au plus proche de votre vulnérabilité. C'est là où se trouve votre valeur ajoutée. Donc si on apprend ça à nos enfants, ben, ils ont tout gagné, quoi. Messieurs et mesdames, mais quand on voit les dames, on leur reproche tout le temps d'être des pleurnicheuses, des hyper trop émotives. Voilà, trop émotives. Mais c'est ça en fait, on va dire la polarité, c'est que le monsieur, enfin le petit garçon, il doit être fort. Et la petite fille, qu'elle arrête de râler. Voilà. Donc, autant que femme, on s'autorise aussi d'accueillir. Nous, on est dans une énergie de réception. Donc, déjà, pour recevoir, il faut se vider. On ne peut pas remplir un contenant qui est plein. Donc, chacun de nous
on a notre typologie émotionnelle. Mais dans les deux cas de figure, nous autoriser la femme, sa vulnérabilité, c'est quoi? Parce que on a été éduqué à tu dois être belle, parfaite, obéissante, maman, bref, on a quand même des dictats socio-culturels. Donc une femme, par exemple, qui n'a pas des cheveux raides et que dans sa société, les cheveux raides, c'est ça, elle va être vulnérable. Donc c'est quoi assumer sa vulnérabilité? C'est assumer la singularité de mes boucles, par exemple. Donc soit je fais comme on me l'a demandé, mais je suis malheureuse. Mais sinon, je cherche toute ma vie à cacher ma singularité. Sa vulnérabilité, c'est de dire, tiens, c'est moi, c'est mon image, et je vais l'intégrer, la vivre telle qu'elle est. Mais ça demande de la force, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Vous nous demandez de montrer nos défauts, quoi. Ben oui, mais c'est ça la puissance. Il faut accepter ses défauts et vivre avec. Justement, faire une puissance. C'est pas des défauts, c'est des singularités. C'est vous. On va parler. C'est pas toujours évident. On va parler des animaux maintenant avec toi, justement. Allez, non, personne ne veut ça. Alors, l'intelligence émotionnelle dans le règne animal, c'est dans Pêle-mêle et c'est tout de suite. Oui, c'est parler de soi. Je vais soi. déjà commencer par une citation, verser des larmes de crocodile pour rappeler les animaux. C'est aussi une émotion, c'est une émotion hypocrite. Raquette. Nous, on appelle ça une émotion raquette. Ouais. Voilà. Elle vient raqueter la vraie émotion qui est en bas. C'est toujours dans le but d'obtenir quelque chose. Ah ouais, mais... Voilà, donc hypocrite, pas sincère. Mais il y a des gens qui marchent aux pleurs, en fait, dès qu'on voit une femme pleurer, vrai ou pas vrai, on est tous touchés. Voilà, donc Hitachi, c'est une marque de voiture, mon Dieu, la publicité. Quelle horreur. Oui, le fameux chien, vous la connaissez l'histoire? Elle s'est déroulée au Japon, elle s'est déroulée au début, enfin, dans les années, on va dire, moitié des années 20, les années 30, c'est une histoire vraie. Le chien, il faut que je vous dise comment sa race, c'est Akita j'ai pas réussi, Akita Inu. Voilà, vous connaissez, c'est des chiens qui ont plein de poils comme ça, ils sont très beaux, ils sont très mignons. Il y en a un peu en Algérie. Donc c'est un chien qui était un chien errant et qui fait la rencontre d'un prof à la fac, à l'université de Tokyo. Le prof enseignait à la section agriculture. Un jour, il le trouve dans la rue, il décide de le ramener avec lui à la maison. Et de l'adopter. Donc on le voit, c'est lui, c'est le vrai. Voilà. Donc Hachi va s'attacher à ce monsieur et va vivre avec lui pas très longtemps, mais va l'accompagner tous les matins à la gare parce que le monsieur prend sa voiture, va à la gare, puis prend le train pour aller à la fac, il revient. Bon, ils font ça pendant un temps, le chien s'est habitué à lui. Et on le voit, hein, donc c'est Hachi qui a été, sa fourrure a été empaillée, elle est au musée de Tokyo, musée de la nature et des sciences. Donc ils font ça pendant un temps et puis un jour le prof fait un malaise cérébral et il décède à la fac pendant une conférence. Le chien va l'attendre, va rester à la gare. Et il va rester... C'est une histoire vraie. C'est un film qui a été tourné, je crois, le rôle de Richard avant d'être adapté au cinéma. Donc le chien va rester sur place. Le quartier s'appelle Shibuya. Pardon. Shibuya, oui, voilà. Métis, c'est là cette facilité. Donc Shibuya, c'est le quartier de la gare en fait. Le chien va rester là-bas 10 ans. C'est ça. Voilà. En tout, il aura vécu 12 ans. Ça, c'est la vérité à côté parce qu'il y a une statue qui a été érigée. Il y en a eu plusieurs pour le chien. Et l'autre, c'est le film qui a été fait par Lasse Hallström. Voilà, ça s'est fait en 2009. C'est un film qui a été un peu modifié parce que dans le film, il est prof de musique. Le propriétaire inspiré de la réalité, on va dire. Inspiré de la réalité. C'est un film qui passe toujours, on peut toujours le voir. J'ai vu 2 fois cette année. Donc voilà. Les Japonais vénèrent ce chien, le vénèrent à telle enseigne qu'ils lui ont donné, qu'ils lui ont érigé d'abord une à plusieurs statues. Il y a la gare qui s'appelle, une sortie de gare, là où le chien attendait, qui porte le nom du chien. 1 an avant que le chien décède, parce qu'il est resté 10 ans à la gare. Ils ont érigé la... Oui, il est resté à la gare. Il n'a pas bougé de la gare. Il a attendu. Et les gens ont été sensibles. Les Japonais, enfin tous les gens qui le voyaient, ont été très touchés,
donc il l'appelle le chien fidèle. On voit son vrai propriétaire. Oui. Voilà. Les deux vraies photos des deux protagonistes de l'histoire. Exactement. Donc sa fourrure a été empaillée, on a vu. La bouche de métro s'appelle Ashika Gucci, je pense, Gucci, pas la Gucci, avec un CHI. Voilà. Donc les Japonais l'appellent Shuken, qui veut dire chien fidèle. Voilà. Donc ce chien a été enterré, il a une tombe pas très loin de son propriétaire, il a même bénéficié d'une tombe virtuelle. C'est-à-dire que vous pouvez lui rendre hommage. Je trouve ça très touchant, franchement, j'ai envie de pleurer. En même temps, j'ai envie de rire, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est sa tombe. Mais ils lui ont fait une tombe virtuelle de manière à ce que le monde entier puisse lui rendre hommage. Visite, hommage, oui. Voilà. Très bien. Donc il y a beaucoup d'émotions. Enfin, je pense que ce chien a suscité énormément d'émotions et lui-même a ressenti énormément d'émotions, entre autres celle de la loyauté, mais attendre un chien, attendre son propriétaire pendant une dizaine d'années devant une sortie de gare, à la sortie d'une gare, c'est pas quelque chose qu'il n'a pas été dressé pour ça, c'est quelque chose qu'il a ressenti. Donc c'est quelque chose qu'il est capable de ressentir et de réagir. Donc il y a même de l'action. Et c'est valable, on a vu beaucoup de chats aussi réagir aux émotions face à leur propriétaire. Donc, oui, des dauphins aussi qui ont tenté de sauver des êtres humains. Donc il y a énormément d'animaux. On l'a vu aussi dans des vidéos qui sont sur Internet où il y a un cerf qui essaie d'alerter des passants pour aller sauver je sais pas, avec sa femme, son fils, voilà, qui est noyé dans de la boue, et les êtres humains vont aider les animaux pour les sauver. On dit aussi que les vaches traînent, en fait, elles vont dans les prés avec les mêmes copines, toujours les mêmes vaches, le même groupe de vaches. Donc c'est quand même une émotion, elles se recherchent, et puis elles vont, il n'y a pas que les vaches d'ailleurs, hein, même les moutons. Voilà, donc les animaux sont capables de sentiments. Bah oui. Oui. Et d'émotions. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Vous l'avez vu le film? Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous l'avez pas vu, Madame Mokran? Moi, je l'ai vu, il est bien interprété justement par Richard Gere. C'est un film, franchement. Le chien a joué mieux que Richard Gere. Bah, le chien. Moi, l'acteur principal. Alors, maintenant, oui, bien sûr, il y a le dresseur derrière qui a fait tout un travail, parce que je ne pense pas que le chien et un chien interprètent ce rôle. Ce n'est pas évident. Vous parlez de la réalité ou du film? Non, dans le film, je trouve que le chien a joué oui. Donc ça veut dire que le chien derrière lui, il y a un être humain, il y a un dresseur qui a fait le travail. Oui. Et moi, j'imagine qu'est-ce qu'il a ressenti lui-même pour pouvoir faire à ce chien. Voilà, ces différentes actions. Bien sûr. Ça veut dire que lui-même a sûrement éprouvé beaucoup d'émotions. En fait, c'est ça, c'est comme tu le disais, Sabrina, c'est un système, c'est systémique, c'est contagieux. Les émotions, c'est comme ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, des femmes qui pleurent, forcément, elles vont générer de la tristesse. C'est ce cliché que toutes les femmes sont des pleurnicheuses. C'est ce cliché-là qui est dérangeant. C'est pas vrai. Ici, on l'acceptait et on en ferait une France. Oui, voilà. Bien sûr. On n'accepte pas. On a parlé de chats aussi tout à l'heure. Avant de prendre l'antenne, justement, on a parlé des chats et la façon dont les chats aussi communiquent avec des émotions, avec leur maître. Enfin, je peux en témoigner, j'en avais deux, et ils ressentaient ce que je ressentais. Et quand j'étais triste, par exemple, ils venaient s'asseoir près de moi et commençaient à ronronner pour me remonter le moral en quelque sorte. Donc les chats aussi. Ah oui, complètement. Et moi, si peut-être je finirais avec quelque chose, quand on coach en entreprise, on parle de l'agilité managériale aujourd'hui. C'est-à-dire on a dépassé l'adaptabilité, tout ça, on parle de l'agilité et généralement on fait référence au chat parce que vous voyez, un chat, vous passez devant, il est complètement affalé, en une fraction de seconde, il est en hypervigilance. Et aujourd'hui, les plus grands décideurs qui ont un quotient d'intelligence émotionnelle élevé, ils disent que c'est celui qui est capable de rentrer avec une stratégie dans une salle de réunion et à l'instant T, quand il remarque qu'il y a quelque chose qui a changé chez les autres par rapport à une décision, il est capable d'adapter sa décision. Et ça, il n'y a que de l'intelligence émotionnelle qui peut lui donner ce pouvoir. Oui.
Et ça se travaille dès l'enfance. Oui, Samira. On peut être, donc avoir de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle, ne pas avoir un quotient intellectuel très élevé et réussir une carrière. Ah oui, mais complètement. Contrairement à quelqu'un qui est très intelligent avec un quotient intellectuel, qui peut rater sa vie. Vous pouvez voir ça, par exemple, parce dans qu'il est incapable de relations sociales. Vous pouvez voir ça chez les Asperger. Les Asperger, c'est des personnes avec des quotients intellectuels très élevés, mais malheureusement, ils ont cette difficulté ou ils sont déficients par rapport à tout ce qui est interaction sociale et tout ça, et donc c'est pas forcément ceux qui vont faire les meilleurs leaders, on va dire. Oui, l'inverse. On n'a pas besoin d'être intelligent, tout simplement. Non, c'est pas l'intelligence. Il n'y a pas de linéarité. Il faut prendre juste en compte. Il faut être rusé, pas mal. Il faut être rusé, pas intelligent, ou malin. Les deux, c'est bien aussi. C'est encore mieux. Oui, donc ça dépend de votre définition de malin, de rusé, etc. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots. Ok, moi j'aime bien quand je parle avec des personnes ou avec des clients, je leur dis, ils donnent des mots, mais c'est quoi votre définition à vous de ce mot? C'est par rapport à votre vécu, c'est par rapport à plein de choses. Beaucoup de gens n'ont pas fait d'études supérieures, n'ont pas été formés, ils sont capables d'être d'excellents commerçants ou d'excellents gestionnaires. Exactement. On parle de leader, on dit mais il n'a pas fait d'études, il n'a pas de diplôme, etc. Mais il a dirigé une entreprise, oui parce qu'il avait un quotient émotionnel. Moi, il était inconscient. Il voulait que c'est un bon père de famille, parce qu'il a intégré ce concept d'intelligence émotionnelle au sein de l'entreprise où tout le monde aimait cette entreprise. Donc forcément, quand il y a de l'amour, il y a forcément de la motivation, il y a de la volonté. J'ai envie de travailler, j'ai envie de me réveiller tôt, j'ai quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un leader, et le leader n'est pas forcément un bon académicien. Tout à fait. Exactement. Donc, et ça, c'est prouvé. Je le disais encore, Daniel Goleman a prouvé, c'est factuel ce que je dis. Faire quand même un test sur 500 entreprises, des milliers de salariés, et il a confirmé qu'il y avait plus de 65% de compétences qui étaient liées au comportement interpersonnel, intrapersonnel des leaders. Alors si on devait donner, parce qu'on est à la fin de l'émission, si on devait donner un conseil justement aux employés par rapport à l'intelligence émotionnelle et l'utilité de l'intelligence émotionnelle au travail? Oui, bon, moi je l'ai défini ainsi, c'est que l'intelligence émotionnelle est une passerelle entre le cœur et la raison. C'est qu'on parle toujours de cœur, comme elle parlait de cœur, c'est une passerelle tout simplement, il faut la construire tout simplement. Il faut créer un lien entre vos ressentis et votre intelligence, c'est-à-dire ce que vous faites et ce que vous ressentez, créez juste un lien. Et avant de faire, ressentez de la chose avant de la faire. Si vous êtes heureux de le faire, faites-le. Si vous n'êtes pas heureux de le faire, rectifiez, modifiez. Posez-vous la question, pourquoi vous le faites finalement? Et dans l'entreprise, quand on vous oblige à faire quelque chose, les meilleurs leaders, ils vont dire, est-ce que tu es heureux de le faire? Non, je ne suis pas heureux. Ok, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est ça qui est magnifique. Et j'ai envie de faire autre chose. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Non, mais ça ne se passe pas comme ça, mais ça pourrait se passer de cette façon-là. Ça devrait. Des salariés qui viennent vous voir et vous disent, je leur pose la question, est-ce que finalement votre métier, vous êtes heureux dans votre métier? Non, je ne suis pas heureux. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, j'ai envie de vous garder dans l'entreprise, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous rend heureux. Je remarque que vous venez tout le temps en retard. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Au lieu de vous gronder, vous dire, allez, avertissement, etc. Non, peut-être que, et ça c'est vécu, un enfant, une maman qui avait un enfant handicapé et qu'elle ne voulait pas le dire aux autres, mais elle était obligée de l'accompagner très loin, dans un centre, etc. Elle venait tout le temps en retard. Et on l'a sanctionnée à chaque fois. Mais le jour où son patron lui a demandé, le DRH lui a posé la question, mais explique-moi pourquoi. Ben voilà pourquoi. Et en fait, c'était extraordinaire parce que là, tout le monde voulait l'aider. Et même le directeur général de l'entreprise, il a regretté. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas donné cette opportunité d'exprimer cette émotion. Et elle ne s'est pas autorisée aussi, peut-être par honte. Oui, exactement. C'est vrai, elle ne s'est pas autorisée, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi derrière le système en lui-même. Et je termine. Merci. Dernier mot, en 1 minute, un conseil par rapport à nos émotions? Alors, par rapport à nos émotions, moi, je vais vous dire, il n'y a que l'amour qui guérit. Donc, quand on sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut toujours se connecter à sa bienveillance, à l'amour. Donc, à partir de là, tout est possible. Merci, Sabrina Mokran, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Monsieur Riyad Chabouni, coach professionnel, merci pour votre participation. C'est merci toi aussi. J'allais dire bonjour, merci beaucoup, c'était très très intéressant. Merci avec plaisir. Merci. De la belle histoire.
On se retrouve demain à 10h30, toujours en direct sur Canal Algérie pour un autre sujet, un autre thème. Demain, on parlera skincare. Donc, bonne journée à vous avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie et à demain. Salam.